Bonjour et bienvenue sur ce nouveau débat. À vrai dire, on est à la Péniche. C'est pas un bateau, toujours pas. C'est toujours une salle de spectacle, une friche culturelle. On est là pour Dancing People Don't Die, la 2e édition. Et puis on va essayer de discuter ensemble d'un sujet qui nous tient à cœur, une question absolument essentielle, à savoir où sont les femmes dans la culture. Voilà, parce que les femmes, elles sont souvent devant la scène et derrière la scène, mais elles sont moins nombreuses que les hommes, ça c'est un fait. Les artistes sont parfois moins programmés, le public en a pas forcément conscience, ou peut-être pas assez. Les postes à responsabilité sont peut-être pas non plus toujours accessibles aux femmes, ou pas toujours de la manière la plus facile, la plus fluide. Donc on va essayer de se poser un peu toutes ces questions-là. Sur le canapé rose avec moi, on a Émilie et Sandra du planning familial. On se posera la question de pourquoi c'est important d'avoir le planning avec nous ce soir. Et puis Céline de Emétrope, qui est aussi une friche culturelle à Bourges, qui pourra nous parler de comment ça se passe là-bas. Voilà. Et avant de commencer, j'aimerais bien savoir, moi, ce qu'on fait là ce soir. Donc Sophie. Oui, bonjour. Bonjour Laetitia. Qui es-tu, Sophie, pour les gens qui ne te connaissent pas? Et explique-nous pourquoi on organise ce petit temps de discussion dans le festival. Alors, je suis co-directrice et programmatrice de la salle de concert, La Péniche. Dancing People Don't Die, donc c'est un festival qu'on veut autour du lâcher-prise, comme son nom l'indique. Et cette année, il se trouve que sur la programmation, il y avait pas mal de filles. C'était pas fait exprès au départ, mais j'étais très contente que ce soit le cas finalement. Et du coup, ça nous a donné envie de mettre des filles en régie aussi, en technique. Pourquoi ? Pour montrer que c'est possible, simplement pour montrer que c'était un métier qui était accessible aux femmes aussi, même s'il y a de grandes difficultés encore dans ce milieu qui est pourtant très ouvert, qui se dit très ouvert. Ça reste quand même un peu compliqué d'accéder à des postes en technique. Enfin, c'est pas compliqué d'y accéder, mais de se faire une place en tout cas. Tout comme les postes de direction ou de programmation dans les salles de musique actuelle, qu'elles soient labellisées ou non. Enfin. Mais toi, t'es co-directrice. Voilà. Okay. Mais ça fait longtemps que je suis là. Très bien. Et du coup, juste pour finir, là, c'est un point de départ, ce festival et ses intentions d'organiser un temps de discussion. Est-ce que si ce soir on trouve des solutions, on peut les mettre en application demain à la Péniche ? Dans l'idéal, oui, évidemment. En tout cas, il y a une volonté pour ça. Et l'idée, c'était aussi de mettre du fond sur un temps festif, d'amener à réfléchir un petit peu sur qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on fait ça, quoi. Voilà. Ok, merci Sophie. Du coup, les filles, est-ce que vous pouvez nous expliquer... Déjà, vous êtes le seul planning familial de toute la Bourgogne-Franche-Comté, en mode résistance. Alors oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée pour la voix, on va faire au mieux. Oui, nous sommes le seul planning familial, antenne du planning familial de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Malheureusement, il y a quelques années, l'antenne de Dijon a fermé et depuis, on est restés les seuls. Donc, on surnage dans cette grande région. Et on fonctionne avec 2 salariés, dont Émilie, et une dizaine de bénévoles, on va dire, qui essayent d'œuvrer au quotidien dans tous les plans, dans tous les domaines d'intervention du planning familial. Et du coup, Émilie, est-ce que tu peux nous expliquer, vous, en quoi c'est super important d'intervenir sur des questions de culture et pas seulement peut-être des domaines auxquels on vous associe de manière plus évidente ? C'est vrai qu'on nous associe souvent dans l'idée, les gens pensent que le planning, c'est un service public. Et le planning familial en tant qu'association, c'est un mouvement d'éducation populaire et féministe depuis plus de 60 ans. Et on travaille sur les inégalités dans la société. Et ces questions, elles sont transversales, en fait. Et on les retrouve dans différents domaines. Et comme l'a dit Sandra, en fait, comme sur le territoire, finalement, nous, on reste déjà la dernière structure du planning, mais il y a peu, en tout cas à notre connaissance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité, d'action individuelle, mais il y a très peu en fait d'assauts
féministes qui travaillent sur les questions des inégalités, quel que soit en fait le domaine. Et par exemple, faire croiser des sujets, des publics, nous, ça permet de faire connaître effectivement ce que l'on fait, qu'on n'est pas qu'un service sur la santé sexuelle, mais que du coup, ces questions d'inégalité, encore une fois, elles traversent tous les milieux. Et ça permet en fait de faire des liens et de faire avancer les choses ensemble avec différents acteurs et actrices. Ok. Et toi, Céline, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, moi, je suis médiatrice sur le secteur danse, théâtre, performance, donc auprès de l'association Emétrope, qui est située à Bourges et qui est une friche culturelle et artistique qui programme à la fois des concerts musique actuelle, qui est un centre d'art contemporain, et avec une association voisine avec laquelle on va fusionner, donc c'est pour ça aussi, on parle nous maintenant, qui est elle sur les arts multimédia et numériques. Donc voilà. Ok, merci. Du coup, est-ce qu'on peut se poser déjà une première question ? Est-ce que, alors Sophie, tu t'as un peu foiré le truc parce que t'as déjà un peu répondu, mais c'est pas grave. Est-ce que dans la culture, on retrouve les mêmes inégalités structurelles, d'accession à des postes, à des évolutions de carrière que dans le reste de la société ? Alors, dans le monde du travail, les inégalités, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes est autour de 24%. Et il se trouve que dans le monde du spectacle, de la création, l'écart de rémunération est exactement le même en fait. Il y a moins de femmes autrices, puisqu'on dit autrices maintenant, et je crois qu'il y a 29% d'autrices seulement créatrices dans le monde du spectacle, et 24% d'écart de rémunération aussi. Donc en fait, on retrouve exactement les mêmes structurations à un échelon plus bas que dans la société dans son ensemble. Et si on est un peu plus concret, c'est quoi ces différences ? Alors, il y a l'écart de salaire, mais moi, j'ai lu que, par exemple, dans des structures culturelles, plus la structure est grosse, plus c'est des hommes qui sont à la tête de ces structures et qui, du coup, gèrent plus d'argent aussi, donc on a un peu plus de pouvoir. Et puis, à l'inverse, quand c'est des petites structures, c'est souvent des femmes qui doivent bricoler, fabriquer avec les moyens du bord et puis être un peu les couteaux suisses. Ça se passe comme ça chez vous ou comment ? Alors nous, on est une association un peu particulière dans le sens où on a beaucoup œuvré auprès des réparations pour réparer les inégalités hommes-femmes. On a porté sur le devant de la scène, territoire de Bourges, qui n'est pas non plus une très grande ville, les questions de transsexualité, transgenre, identité sexuelle, quelle qu'elle soit, qu'il y a encore cette ligne-là dans la programmation. Donc en fait, nous, quand on regarde au sein de l'équipe, on est une vingtaine de salariés. On est représentés, il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes. Seul point qu'on peut relever, c'est que d'un point de vue technique, tous les hommes ce sont pratiquement que des hommes qui y sont, et il n'y a qu'une collègue qui est à la lumière. Donc on peut les retrouver. Après, c'est vrai que Comment on l'explique ça en fait ? Est-ce que c'est parce que dans l'éducation déjà de base on n'associe pas forcément les femmes à ce type de poste, à ce type de pratique ? Est-ce que elles se l'autorisent pas ? Comment tu pourrais expliquer qu'il y a moins de... Est-ce qu'elles postulent moins ? J'ai l'impression que là ça commence un petit peu à changer quand même, mais que par exemple nous on a pas mal de femmes qui s'intéressent à la technique mais d'un point de vue bénévole, qui n'osent pas encore peut-être passer la formation et qui la passeront peut-être jamais ou vont s'engouffrer là-dedans. Mais oui, je pense, c'est aussi peut-être, et là je n'ai pas envie de me faire huer, mais un milieu qui reste quand même avec des blagues qui sont assez masculines, qui des fois peuvent bousculer certaines filles. Ouais. En fait, ce qu'on remarque quand on lit les enquêtes, moi je ne vais pas me placer à la place de ceux qui travaillent tous les jours dans ces métiers-là, je me fie juste aux enquêtes qui ont été réalisées ces dernières années. Les femmes sont affiliées à des métiers ou rares, ou stéréotypées, coiffeuses, maquilleuses, accessoiristes, voilà. Et ce genre de métier dans le monde du spectacle, il y en a 1, 2. Des techniciens, il y en a plus.
Et donc ils arrivent peut-être, alors je ne vais pas faire de généralité, mais plus à trouver du travail, des contrats longs que les femmes qui sont affiliées à des métiers plus stéréotypés. Il y a des techniciennes là dans la salle qui pourraient témoigner de leur carrière, de comment. Bon, c'est pas obligatoire, hein, mais nous expliquer déjà elles comment elles ont choisi ce boulot, pourquoi, est-ce qu'elles se sont posées ces questions-là, est-ce qu'elles se sont dit bon c'est un truc de mec, est-ce que je peux y aller Non, il y a personne qui a. Ok. Je suis sûre qu'il y en a. Moi, je me suis jamais posé la question si c'était un métier de femme ou homme. C'est juste une passion, et j'y suis allé. Enfin, comme c'est ma passion, j'aime bien faire bien les choses, m'investir beaucoup. Donc, ça se passe très bien. Voilà. Ok. Il y a d'autres filles qui veulent témoigner ? Eh bien, moi non plus, je me suis jamais posé la question. J'ai jamais senti de différence non plus. J'ai choisi ce métier parce que j'adore la musique et que ça me plaisait bien. Et j'ai bossé avant dans une entreprise où il y avait énormément de femmes et j'ai démissionné pour ça parce que des femmes, c'est pas possible. Et voilà, je me sens bien dans ce milieu-là. Je me sens pas à part, ou même les blagues, comme vous dites, en fait, je trouve ça, je trouve pas ça ni dérangeant. Voilà, faut pas jouer le jeu. Je me sens pas mal, en tout cas, je me sens très à ma place. Voilà. Oh, on a 3 intermittentes qui prennent la parole ce soir, c'est un truc de dingue. Et moi, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai jamais eu de soucis par rapport au sexe, que je sois une femme ou voilà. Et puis aussi, en fait, ça me gêne un peu ce débat, parce que pour moi, c'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire de rapport humain. Et on a une relation humaine qui se passe bien, soit avec un homme, soit avec une femme. Et voilà, c'est pas. Oui, c'est pas vraiment un débat pour moi. Je comprends que ça puisse l'être dans certains milieux, mais en tout cas dans le milieu du spectacle et de la technique en particulier, non, j'ai jamais eu ce souci-là. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui veut réagir ? Et puis, et puis aussi, j'oubliais, en ce qui nous concerne, on n'a aucun écart de salaire, on n'a aucune différence de salaire. Trop bien. Voilà. On pourra peut-être juste revenir. Ouais. Je vais laisser la parole à la personne qui veut prendre la parole. Juste, peut-être qu'on pourra à un moment se questionner sur le statut d'intermittent. Est-ce qu'il y a des spécificités avec ce statut ? Est-ce que les femmes ont des soucis d'accessibilité, je sais pas, un congé mat si elles ont besoin Est-ce qu'on juste parler est-ce qu'il y a des différences ou pas par rapport à ce statut ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas égalitaires encore et qu'on doit faire avancer ou pas ? Mademoiselle ? Oui, bonsoir. Tant mieux pour vous si ça se passe bien, c'est cool parce que ça se passe pas bien pour tout le monde, je crois. Et moi, je me fais plus la porte-parole d'une amie qui est en transition donc de masculin vers féminin en ce moment et qui a bossé récemment dans un gros festival dans lequel je bossais aussi et qui justement l'a très très mal vécu. Donc c'est-à-dire que moi, quand je l'appelle elle est ok, c'est ok, sauf qu'au bout d'un moment, elle me dit en fait, appelle-moi il maintenant, parce que c'est hyper mal vu par justement toute la régie technique essentiellement masculine sur ce festival, et qu'elle était vraiment clairement un peu au bout du rouleau à mi-parcours du festival et qu'elle avait juste envie de se barrer en fait parce que le climat est juste trop dur quoi, et que les blagues en fait peut-être que certaines personnes le prennent bien mais d'autres sont pas du tout ne peuvent pas bien le prendre en fait de par leur transition ou leur vécu ou autre chose quoi. Donc en fait voilà, moi je fais juste l'écho de cette amie où ça m'a vraiment énervé je crois ce qui s'est passé. Voilà. Vas-y. Du coup ça me fait penser à, je me dis en fait pour réussir et pour avancer, est-ce qu'il faut aussi pour les femmes davantage être dans de la démonstration, dans de la virilité, dans de la force, pour pouvoir justement passer des étapes. Parce que, je sais pas, c'est à ça que ça me faisait penser aussi. Est-ce que justement c'est aussi simple
d'arriver avec des choses qui pourraient être qui seraient un peu dissonantes en fait par rapport au milieu de la culture, de la technique, alors peut-être que je caricature aussi, hein, mais qui serait plus brute, enfin justement si on reste un petit peu sur ce champ des blagues ou je ne sais quoi. Est-ce que j'étais claire ? Moi, j'ai pas tout compris. T'as pas tout compris. Est-ce que tu peux me réexpliquer ce que tu voulais dire ? Du coup, en fait, sur les 2 premiers témoignages, et du coup, c'est chouette hein, d'avoir des personnes qui se disent, non, moi, j'ai pas de difficulté en fait à avoir choisi un métier qui est plutôt masculin. Et quand on a l'autre témoignage, du coup, d'une personne qui choisit à un moment de dire, non, là, je suis quand même dans une période de transition, mais je préfère que tu m'appelles il parce que c'est plus safe pour moi à ce moment-là. Du coup, est-ce que ce serait aussi simple d'arriver avec une identité qui serait moins conforme à quelque chose de viril et de fort fort, c'est pas. Quelqu'un veut répondre à la question ? Non. Moi, j'ai compris cette fois. Ouais. C'est cool. C'est bien la reformulation même de soi-même. Ok. Est-ce qu'on peut discuter de ces histoires de stats ? Ouais, tu veux prendre la parole ? Vas-y. Moi, ces réflexions-là me gênent. Enfin, pas ton raisonnement, mais le problème, c'est qu'on est encore en train de demander donc aux femmes ou au public discriminé d'être la personne qui va prendre sur ses épaules la responsabilité de la discrimination qu'elle est en train de vivre. Donc, il faudrait soit être plus viril ou être moins viril, de manière à ne pas gêner la jante masculine, en l'occurrence, parce que c'est ça dont on parle en face. C'est quand même problématique d'inverser les responsabilités quant à la discrimination. Donc je pense que se poser cette question-là participe de la responsabilisation de personnes qui, au lieu de devoir prendre encore plus de responsabilités sur leurs épaules, devraient au contraire en être libérées. Donc la question, c'est pas est-ce qu'une femme devrait être plus féminine ou plus masculine pour pouvoir se faire intégrer dans ces réseaux-là. C'est encore une fois non pas aux femmes de changer, mais aux hommes de changer leur vision des choses. Donc pour moi, si vous êtes masculine, virile et que c'est votre identité, allez-y. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas à vous de vous adapter pour que l'oppresseur se sente moins gêné quand même. Je pense que c'est pas le bon. Disons que ça peut pas aider sur la longueur si on passe notre temps à faire en sorte que la personne ou la structure, le système qui vous oppresse ne se sente pas trop mal de vous oppresser. Je ne suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on avance. Mais je crois que c'était le sens de la question et que c'est génial, du coup ça a été... Ah non mais j'ai bien compris, mais la question en elle-même participe de continuer à... Moi, on me pose souvent la question, enfin moi je serai presque sur le canapé après, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femme pour changer la scène ? Et encore une fois, mais c'est pas les femmes qui font que la scène est pas paritaire et discriminatoire. Donc c'est pas encore une fois aux femmes qu'il faudrait poser la question qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour que ça change ? C'est aux hommes qui voudraient poser la question qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous allez faire pour que ça change ? Du coup, je te propose de venir remplacer Sandra sur le canapé. Mais je voulais pas. Non, mais c'est une super transition, en vrai. Du coup, on va se remplacer comme ça, les uns les autres, au fur et à mesure, sur le canapé. Comment ? Oui, on va alterner. Et puis après, on remplacera quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'hommes qui participent à ce débat sur le canapé. C'est volontaire. Mais ils sont les bienvenus pour prendre la parole dans le public aussi. Parce que du coup, on ne s'est pas quitté. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Bonsoir. Je suis Perrine, ou La Fraîcheur en tant que nom d'artiste, et je suis productrice de musique électronique et DJ. Cool. Du coup, on peut faire une petite transition. Est-ce que, là, tu l'as abordé rapidement, ça n'avait pas de rapport avec ce dont on parlait directement, mais en switch. Est-ce que toi, de ton point de vue d'artiste, tu peux témoigner de la difficulté ou de l'inégalité, par exemple, de programmation des femmes sur la scène ? Alors, dans la musique, mais pas que, j'imagine. Toi, tu peux peut-être nous parler plus spécifiquement de la musique. Alors, il y a deux choses. Oui, effectivement, c'est facile de voir les line-up qui sont pas paritaires. Ils existent partout. J'ai joué à Scopiton il y a 2 semaines, qui était un festival pour lequel il y avait 60% de femmes. Mais c'était suffisamment exceptionnel pour justement pouvoir être remarqué.
Mais je voulais aussi rebondir sur quelque chose qui a été dit plus tôt dans le public, c'est-à-dire que des femmes ingénieures ou techniciennes ne ressentaient pas, n'avaient pas ressenti dans leur expérience de discrimination ou d'obstacle. C'est pour moi, ça fait oublier que la majorité de la discrimination n'est pas visible. Et c'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'on ne la subit pas. C'est-à-dire que moi, j'ai réalisé par exemple des écarts de salaire. Une fois que mes amis mecs me parlaient de leur salaire, tant qu'eux me parlaient pas, moi que je recevais mon chèque ou mon truc, tu dis ça va, je gagne ma vie, tout va bien. Et puis tout d'un coup tu discutes avec des gens et tu fais mais attends, mais sur la même soirée t'as pas du tout été payé la même chose que moi. Ces choses-là sont insidieuses. Aucun programmateur ou programmatrice de festival ou de concert va volontairement te dire qu'on te paye moins que n'importe qui d'autre. Donc, et puis c'est pareil, il y a des blagues qui se vont devant vous, et effectivement c'est à vous de décider comment vous voulez les vivre. Et puis il y a les blagues qu'on fait derrière, qu'on n'entend pas. Il faut pas oublier qu'une partie de la discrimination structurelle se fait dans notre dos, et donc on ne peut pas en témoigner. Ça, il n'y a que les statistiques, ou il n'y a que quand les hommes prennent la parole ou partagent avec toi leur expérience, que tu peux réaliser que c'est le cas. Moi, ça m'arrivait très souvent, plus maintenant, heureusement, mais ça m'arrivait très souvent au début de ma carrière d'avoir des ingé-sons qui rentrent dans le DJ booth et qui touchent mes réglages, etc. sur ma table de mixage, qui en plus, quand tu fais un DJ set, il n'y a pas 1 milliard de réglages à faire sur ta table de mixage, donc c'est pas comme si... voilà. Mais tu savais pas faire, mais en fait. Non, mais c'est que j'avais pas réel. Pour moi, ça faisait comme ça avait toujours fait partie de comment se déroulait ma soirée. Quand je rentrais dans un club, je vais faire mon soundcheck, il y a quelqu'un qui revient faire mes trucs derrière, et je sais pas, je me posais pas la question jusqu'à ce que je joue avec des potes, dont par exemple mon ami Léonard de Léonard, avec qui je collabore beaucoup, qui est tombé des nues en me disant mais personne ne m'a touché ma table de mixage en 25 ans de carrière, c'est un truc de ouf. Et c'est de voir encore une fois cette réaction que j'ai réalisée, mais putain, t'as raison qu'en fait il n'y a pas un gig où on me le fait pas, ce qui est encore une fois plus le cas maintenant, mais je pense que c'est plus une question de statut et de visibilité que de temps qui change. C'est peut-être ça aussi, mais je pense que je suis chanceuse d'être arrivée à un niveau où peut-être on réalise que je suis pas une bouffonne et que je sais a priori utiliser mon matériel. Mais il y a encore je sais pas moi, 2-3 ans, on touchait encore mes trucs. Et encore une fois, quand tu l'as intégré, et c'est aussi, je pensais à ça tout à l'heure en réaction à ce qui a été dit, c'est que c'est pas parce qu'on a internalisé certaines violences ou certaines agressions ou certaines choses qu'elles n'existent pas. C'est pas parce qu'on a décidé qu'on allait courber les chines et qu'on préférait que ça nous passe dessus que ça n'existe pas. C'est un état d'esprit dans lequel on a poussé les femmes ou des personnes discriminées, que ce soit des personnes de couleur, transsexuelles ou handicapées. On les habitue à ce que ce soit un état de fait et que ça passerait peut-être même un peu mieux pour eux ou elles si ça se faisait pas trop, quoi. Hein, s'il la ramenait pas trop. Si on la ramenait pas trop, mais c'est pas parce qu'on a internalisé un sexisme, une homophobie, un racisme qu'il est moins présent. Du coup, c'est chouette. Il y a des gens qui veulent réagir à ça ? Ouais. Juste, on parle dans les micros parce que sinon on n'enregistre pas le son. Je voulais juste préciser que c'est aussi pour cette raison qu'il y a peu de temps, par exemple dans les relations de travail, on a rajouté la différence du sexisme à côté du harcèlement sexuel. C'est-à-dire qu'on avait le harcèlement sexuel qui devait être très caractérisé par des actes répétés, des mains au cul, des mails, etc. Et là, en plus de ça, on a créé l'infraction du sexisme dans les relations de travail qui peut être constituée uniquement justement par du verbal. En une seule fois, il n'y a pas besoin que ce soit répété. Et si on a été obligé de faire ça, c'est parce que le fait de créer le harcèlement sexuel n'a pas suffi à arrêter justement des comportements verbaux avec les femmes. Et que effectivement, moi je suis d'accord avec vous, c'est très bien si on s'entend bien avec ses collègues et qu'on sait que c'est du second degré. Par contre, on n'a pas à le subir en se disant que mince, cette blague elle me concerne, mais c'est comme si on parlait d'une table ou d'une chaise. Alors que ça parle de mon intégrité physique ou voire d'une partie de mon intimité. C'est-à-dire que je comprends vraiment la méthode de survie qui va avec le fait de ne pas faire de vagues. Et donc je la juge pas, je comprends que ça puisse être une manière de fonctionner qui permet d'avancer dans la vie. Et pour moi, si une femme continue à avancer dans la vie, si c'est ça qu'elle a besoin de faire, eh ben, qu'elle le fasse. Maintenant, ça ne justifie pas plus, ça n'excuse pas plus la blague en question. C'est pas parce que tu as appris à ne pas te blesser
tu n'as appris à ne pas être susceptible, que cette blague-là ne devrait pas arrêter, que si c'est pas toi, ça peut être quelqu'un d'autre qui y participe. Et c'est pour ça, encore une fois, que la question de comment est-ce qu'on règle la solution, c'est en incorporant les hommes. Parce que par exemple, si toi, en tant que femme, tu te sens pas de réagir en disant mais attends, ta blague, elle est pourrie, tu m'as saoulé, et qu'ensuite on va dire ah là là, elle est relou, c'est une diva, elle est hystérique, ou que tu veux. Par contre, c'est aux hommes de dire à leurs potes, dis donc ta blague là, tu la refais pas parce qu'elle est pourrie et elle est déplacée, et voilà. Et donc, et eux ont moins à perdre. Tout ce qu'ils perdront au pire, c'est je sais pas, un peu d'ego qui sera blessé en chemin, mais enfin c'est pas avec l'ego qu'on paye le loyer, donc de toute façon tout va bien. Ça va être aux hommes de mettre le pied dans la porte et de dire non mais ça, ce truc là, ce comportement n'est pas normal, parce que sinon, encore une fois, c'est toujours le côté, c'est la victime ou la personne qui est discriminée qui doit prendre la responsabilité de dénoncer. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est un truc de fou quand même que ce soit la personne discriminée qui doit faire tout le travail. Elle a déjà le travail d'en prendre conscience, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, le travail d'identification, le travail de dénonciation possiblement, le travail émotionnel pour le dépasser, le travail de garder le sourire et de s'en prendre plein la gueule en faisant comme si c'était pas grave. Enfin, c'est quand même incroyable. Il y a des mecs qui ont envie de réagir ou qui ont une blague. C'est l'occasion de la placer. Je peux venir ? Absolument. T'as des choses à nous dire ? Ah, plein. Ok. Tu veux une place sur le canapé ? Très bien. Ça, c'est fait. Je suis pas sûre qu'on te voit du coup. Si ? C'est bon. Ouais, donc comment ça se passe toi ? Est-ce que dans tes relations avec des femmes au boulot, tu essayes d'essaimer auprès d'autres hommes, par exemple, le fait de pas avoir des comportements déplacés, de pas faire des blagues misogynes, d'avoir envie qu'elles soient payées autant que toi ? Moi, je crois que la blague, c'est juste... je pense la vie un peu comme un roman photo. C'est juste choisir votre diapo. C'est une question de perception. Ça dépend où tu la regardes pour que ça existe. Par exemple, moi, j'aime la compagne que j'aime. Et elle aussi, elle m'aime. Et si elle a un intérêt sexuel par quelqu'un d'autre, non seulement je vais la tapoter dans le dos en disant... c'est tout à fait... Je vais la encourager, mais je ne vais pas la freiner. Ici, elle ne revient pas. C'est parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui la rend plus heureuse et c'est formidable. Du coup, plus de rapport avec le boulot, mais c'est pas grave. Mais le boulot... Si ? Oui, le travail... Tu fais quoi dans la vie ? Moi ? J'essaye de créer un monde sans souci. Très bien. Un monde sans problème. On vit beaucoup plus simplement. Et... Vous voyez, la blague, c'est toujours... il y a plusieurs niveaux d'humour. Je sais pas du tout ce qui se passe en fait. On va attendre 2 minutes. Ok. Merci. Du coup, on est dans l'action, là, direct. J'avoue que j'ai perdu le fil. Vous allez m'aider. On en était à... Du fait
d'intérioriser et de pas, enfin voilà, Ouais, et on dans la demandait s'il y avait des- responsabilité Non, en ça, plus de c'est ça. un de la exemple parole. aussi. Par exemple, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais notre première réaction, ça a été de dire, on va prendre sur nous, puis On va attendre on de était en voir. train de parler, mais on nous a interrompu, mais c'est pas grave, on va prendre sur nous, puis on va attendre que ça passe. C'est pour ça qu'internaliser, c'est même pas une question de jugement, parce que on a été conditionné comme ça, que ce soit en termes social, que ce soit en termes familial, que ce soit en termes culturels, à l'école ou religion. On est, donc on est sage, quoi. on ne l'est On est pas policé. forcément, mais on a été conditionné pour. Donc c'est même pas une question en plus de. Il faut même pas le sentir mal et se sentir vexé, de se dire ah oui ok mince j'ai réagi comme ça. Il faut être consciente de ça et puis voir si on a les moyens et le luxe aussi de le changer, parce qu'encore une fois tout le monde n'est pas dans les mêmes positions économiques ou sociales pour te permettre de faire des vagues. Donc il faut aussi connaître, c'est pour ça que tout à l'heure que je parlais de termes de survie, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir quelle est ta marge de manœuvre, et que je comprends les femmes qui courbent l'échine, je comprends les femmes qui restent silencieuses, je comprends toutes ces choses-là, parce qu'on n'a pas toutes la marge de manœuvre pour exprimer ça, mais il faut en être consciente. Et du coup, alors ça me permet de faire une transition encore. C'est super utile en fait, hein, c'est cool. On est à un festival à la Péniche, qui est un lieu culturel identifié. Les gens qui sont là sont globalement des gens qui sont soit participants de la culture, soit publics réguliers. Comment on explique que ce monde de la culture, qui est censé être à l'avant-garde, précurseur, qui doit travailler les représentations en fait de la société, parce qu'on crée des images, on crée de la musique, on a en plus un pouvoir de diffuser des choses. Comment on explique que dans ce milieu-là, on continue en fait à retrouver les mêmes inégalités qu'ailleurs, les mêmes problématiques, on est toujours là ensemble à se dire comment on fait, pourquoi on en est là en fait. Alors, je pense que du coup, on n'est pas en dehors de la société, et peut-être on pourrait justement se questionner sur les questions des privilèges. Qui a les privilèges, et comment du coup on peut vraiment se poser les questions, une remise en question de ça. Non, mais c'est vrai que ce qui me gêne dans cette question, c'est que ça place les gens de la culture au-dessus ou en avant des gens. Je ne suis pas sûre qu'on soit... C'est tout l'intérêt de ma question. Non, mais c'est ça, c'est que je suis pas sûre qu'on ait une supériorité intellectuelle qui nous place au-dessus des gens, qui fait qu'on a une meilleure morale, des meilleurs comportements, des meilleures natures. Je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je te parlais pas de la supériorité intellectuelle. Je te donnais plus... Alors, je me suis peut-être mal exprimée. C'est plus sur les modes et sur les possibilités d'agir, en fait. C'est-à-dire mais la culture est toute... Oui, mais la culture est toute... Et la culture, elle est inscrite au sein d'une économie, donc on dépend de l'économie comme n'importe qui d'autre. Elle est inscrite au sein des lois, donc on n'est pas hors les lois. La culture est un autre aspect justement, qui n'est pas si différent de ça. Il y a des lois qui stipulent qu'on doit avoir une certaine forme d'égalité en termes de salaire. Pourquoi la culture l'applique pas alors que on est censé quand même avoir le reste être de l'économie, porteur de messages, tu vois, et de bonnes pratiques, et pas donner des leçons à tout le monde sur scène et derrière la scène, et pour autant pas se les appliquer à soi-même. Oui, mais le reste de l'économie les applique pas non plus. Donc pourquoi est-ce que la culture les appliquerait si le reste les applique pas? Encore une fois, on n'est pas, comme tu disais tout à l'heure justement, on n'est pas séparé de la société, on fait partie de la société. Et puis si on considère que l'art reproduit la vie ou réagit à la vie, l'art va reproduire les mêmes inégalités. Donc je pense que cette position de se dire, comme on est une sphère où l'intellectuel a peut-être plus de place que dans certaines autres professions, on va forcément être à l'avant-garde du mouvement. Je pense que c'est être foncièrement élitiste et classiste, et que ça passe à côté de la réalité des choses. Moi, j'aimerais bien souvent on parle dans ce débat le mot que j'entends le plus, c'est la place de la femme ou le rôle de la femme. Mais rien qu'utiliser ce vocabulaire-là, ça implique que cette place, elle est différente. Moi, j'aimerais qu'on parle de la réalité de la femme dans la scène, et ça changerait tout le débat, parce que d'un coup, on serait plus en train de se battre ou de discuter de la légitimité, ou de ce qu'on peut faire, ou de ce qu'on devrait faire, ou de ce qui devrait se passer, mais des réalités des choses. Et tout d'un coup, on réaliserait que, ah oui, on n'est pas en dehors de la société.
Mais d'ailleurs, ça me fait penser que si on a autant de beaux textes qui sont faits en France et qui sont pas appliqués, c'est bien justement parce qu'on a un pseudo-féminisme d'État et qu'en fait les choses sont pas du tout mises. Enfin, sinon, il y a 30 ans qu'on aurait réellement fait de l'éducation à la sexualité non sexiste et qu'on n'en serait pas là. Et donc là, c'est vraiment encore effectivement lié à de l'économique. Donc, qui a les privilèges économiques dans notre société ? En grande majorité, c'est encore les hommes. Donc du coup, ça peut pas être en dehors de la culture. Par contre, ce qu'il y a de plus complexe aussi dans ces milieux-là, c'est de faire émaner quand il y a de la violence. C'est encore plus difficile, je crois, parce que justement, c'est encore plus tabou. Que ça soit d'ailleurs, on le voit dans les derniers procès qu'il y a eu, quand il y a des procès pour harcèlement sexuel chez les Verts ou quoi, ça fait chier, quoi. Et c'est pareil, ils sont pas en dehors. Alors que Bertrand Cantat, il tue sa femme, il est en couverture des Inrocks. Toi, tu voulais réagir parce que toi, tu es actrice aussi de la culture. Est-ce que sur ce dont on parle là, est-ce qu'on est hors de la société? Est-ce que c'est élitiste de penser que il faudrait déjà nous, parce que je posais cette question parce qu'on est là des gens de la culture globalement. Est-ce que vous, dans vos choix en fait à Métrope, c'était une évidence de dire on va nous essayer d'appliquer des bonnes pratiques et de voir ce qui se passe? J'en sais rien. Bonne pratique. Enfin, je sais pas si ça s'est pensé réellement comme ça. Après, moi, j'ai plus le regard autour de la danse. Au niveau des arts, c'est quand même celui où normalement il y a une majorité de femmes dans les conceptions. Sauf qu'il faut pas oublier que très souvent, oui, il y a pas mal de groupes de filles qui sont en train de suivre des cours, qui font des études, qui passent des diplômes, et qui tout d'un coup, en fait, au moment où elles ont envie d'avoir le statut de chorégraphe, c'est non pas d'avoir, c'est que d'être juste reconnu, c'est très compliqué pour elles. Elles seront toujours en fait un peu mises de côté ou alors pas reçues, très peu reçues sur les grandes scènes nationales. Donc à Métrope, en fait, moi ce que j'ai, quand on m'a proposé de participer, j'ai regardé un peu la programmation et je me suis rendu compte qu'on avait une majorité de femmes qu'on accompagnait. Il faut juste se rendre compte qu'on n'est pas non plus sur le fonctionnement d'une scène nationale, qu'on est une association et que nous, on met un point d'honneur à accompagner la jeune création. Et dans la jeune création, il y a aussi une majorité de femmes et des femmes qui, des fois, ont un parcours, elles arrivent, elles ont eu tout un parcours d'interprète, elles décident de faire leur première création. Elles peuvent avoir entre 30 et 40 ans, alors que tout jeune sorti d'école en tant que danseur, on peut très bien se dire tout de suite chorégraphe, et c'est beaucoup plus simple en fait pour eux d'ouvrir les portes. Donc voilà, moi j'avais plus ce regard-là. Et en même temps, ce qu'on remarque aussi pas mal, c'est qu'il y a de plus en plus de compagnies créées par des femmes qui ne s'entourent que de femmes aussi, avec des techniciennes lumière, des ingé-son, des nanas qui sont aussi à la scéno. Il y a ce côté-là aussi si on peut pas le faire toute seule parce que c'est plus compliqué, on se met ensemble et puis on y va, et qui dépasse un peu toutes les questions, les thématiques féministes, et qui s'imprègne de concepts et de notions qui sont peut-être plus universelles et qui nient en fait le féminin, masculin. On est humain et on crée avec un corps. Voilà. Vous avez des choses à redire? Oui, à reformuler. Non, c'est bon. Ouais. Moi, je voulais revenir sur ton intervention et t'interroger un petit peu plus loin. J'aime assez l'idée que tu défends, qui est que finalement, peut-être que ce n'est pas aux femmes de se créer. Ce n'est pas qu'aux femmes de réussir à faire bouger les choses en termes d'inégalité, mais que les hommes ont leur rôle à y jouer. Malgré tout, quand on revient sur tes exemples concrets de le technicien qui te bouge tes boutons juste avant que tu montes sur scène, tu envisages de compter sur qui pour le faire changer finalement, ce gars-là? Si c'est une présence masculine qui doit intervenir pour être capable de
de le faire évoluer. Tu vas intervenir avec un gars dont tu as du soutien pour lui dire bon bah voilà ma situation c'est ci c'est ça. Est-ce que tu peux dire quelque chose ou est-ce que tu laisses faire? Alors encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une manière. Pour moi, il y a autant de manières qu'il y a de femmes qui ont besoin de surpasser cette situation. Donc c'est pas parce que déjà même pour moi il y en a pas qu'une. Ça dépendra qui j'ai en face, ça dépendra dans quelle position je suis. Moi la première c'est que je me ferai vocalement savoir, c'est-à-dire je sais ce que je fais, merci, je vais remettre les boutons là où je les ai mis parce que je sais pourquoi je les ai mis à ce moment-là. Et effectivement faire appel à un programmateur de salle. Alors un autre exemple, je me suis pris un gobelet dans la gueule en jouant à Lorient il y a quelques mois. Et puis c'était pas un gobelet de quelqu'un qui était bourré, le truc est parti. Je me suis pris un gobelet dans la gueule. J'ai fini mon set un peu en me demandant ce qui venait de se passer, et quand je suis sortie de scène, les ingénieurs son sont venus me voir en me disant alors mais ça va ta tête, tout va bien? Je fais bah ouais, enfin ça va, heureusement que c'était un truc en plastique. Mais vous l'avez viré le mec? Il fait ah non mais c'était juste un mec bourré, t'inquiète. Je fais non mais, et c'est là que donc moi je leur ai fait un cours d'éducation, c'est-à-dire non mais quand vous voyez quelqu'un faire de la violence contre les femmes ou contre une personne queer ou contre n'importe qui, la première action, c'est pas de justifier ou de minimiser son acte, mais c'est de le virer. Et la deuxième chose que j'ai faite le lendemain, c'était d'envoyer un mail au programmateur en disant voilà, il s'est passé ça dans votre salle, tout le staff a été au courant, il faut que vous vous éduquiez. Il y a des choses comme des associations qui éduquent le staff, que ce soit la sécurité, le bar ou les ingénieurs son, à gérer des violences de genre, des violences racistes, des violences homophobes. C'est votre travail de vous former à ça pour pouvoir gérer ce genre de trucs-là. Donc ça veut dire, là en l'occurrence, c'était 1, parler aux ingénieurs son, 2, parler à la sécu, 3, parler aux programmateurs, qui en l'occurrence étaient tous des hommes, et qui en l'occurrence m'ont tous dit ah mais non, mais alors les ingénieurs son, bah non mais c'était juste un mec bourré. Les gens de la sécu qui m'ont dit bah non mais moi je suis là pour faire la sécurité à la porte, pas à l'intérieur. Et le programmateur qui, certes, était très gentil, mais qui me dit non, mais c'est parce qu'on vient d'ouvrir la salle, on n'est pas encore très prêt. Et tout ça, j'entendais ça quand même que comme des excuses qui justifiaient ou qui minimisaient le fait que je me suis pris un gobelet qui heureusement était en plastique, mais enfin ça aurait été autre chose. Je pense que j'aurais j'aurais eu la gueule fondue. Donc, il faut demander alors si t'es dans une position où t'es pas à l'aise et que t'as un pote qui peut faire le truc très bien, parce qu'on sait très bien qu'un homme sera plus écouté par un autre homme que par une voix de femme, et ça c'est pas moi ou une féministe qui le dit, hein, on le sait, c'est statistique, c'est étudié, donc faire appel à quelqu'un si tu as cette possibilité-là. Sinon, si ton intégrité ou ta personne pourrait être possiblement mise en danger par le fait que tu ouvres ta gueule à ce moment-là, tu le fais pas, et puis t'envoies un mail le lendemain, et puis t'envoies un mail en mettant des gens en copie pour être sûr que ton truc sera pas lettre morte, mais que les gens seront obligés de réagir à la situation dont tu témoignes. Du coup, j'en profite pour glisser un autre truc, puisque alors c'est à cheval sur et ta réponse et ta question. Dans ta réponse, tu dis il y a des associations qui ont ce rôle. En fait, nous en Saône-et-Loire, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est un peu tendu. On est ni à la campagne ni à la ville. Il y a le planning familial, mais qui n'est pas forcément identifié pour ces questions-là, comme on l'a dit au départ. Qui doit déjà super déborder avec je crois qu'à un moment, c'est le rôle de tout le monde aussi, quoi. Voilà. Enfin. Et du coup, j'en viens à ce qu'on puisse réfléchir ensemble au rôle à la responsabilité individuelle aussi. Là, on est ce soir dans un festival, on va aller voir un concert. Moi, hier, il y avait les pénibles qui étaient là, qui faisaient tout un travail sur la place du corps dans l'espace, etc. Bah, pour autant, il y a quand même un type qui est venu, qui me regardait bizarrement, et puis qui a cru que parce qu'on dansait et que c'était cool, il pouvait se permettre des choses. Du coup, comment on fait, nous, public de la péniche, puisque vous êtes en partie public de la péniche, individuellement, est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'on a à reproduire ce type de discussion, même sans caméra, et à profiter de tous les moments, en fait, pour pouvoir échanger, comme tu disais aussi tout à l'heure? C'est sûr que moi, si j'ai pas le retour du mec en face pour pouvoir en discuter, c'est compliqué de me rendre compte des réalités de chacun et de savoir comment on peut avancer ensemble. Est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait imaginer? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent ailleurs? Je sais pas, chez vous, s'il y a des choses particulières qui sont mises en place, ou dans d'autres villes un peu équivalentes à la nôtre?
Moi, si je peux me permettre, je pense que déjà, alors c'est bien de penser à la responsabilité individuelle, mais penser à la responsabilité individuelle, c'est encore une fois s'extraire du fait qu'on fait partie d'un système qui nous a éduqués comme ça, et que il y a des choses qui nous dépassent en tant que collectif, et que donc il est aussi important de penser à ce côté collectif. Et donc, par exemple, tu te fais emmerder par quelqu'un, tu as ton rôle individuel à jouer, cette personne a son rôle individuel qu'elle a joué, mais le collectif aussi. Donc ça veut dire prendre le réflexe de pouvoir aller au bar et dire quelqu'un vient de m'emmerder, mais ça veut dire aussi le bar, ils sont pas formés pour ça, et puis ils ont d'autres trucs sur les bras aussi, donc ça veut dire que le bar doit pouvoir être en relation avec la sécurité et faire il y a quelqu'un qui vient d'emmerder une meuf et il faut que les choses soient claires pour tout le monde, qu'il y a des règles qui ne passeront pas. Donc ça peut aussi passer par des trucs aussi simples qu'afficher à l'entrée dans les toilettes, etc., disant ici on ne supportera aucune violence raciste, sexiste, homophobe, transphobe, anti-personnes handicapées, sinon on te fait virer. Et c'est tout. Et puis virer avec ta face affichée. Il faut que les gens... c'est con, hein, mais il faut que les gens se disent j'ai quelque chose à y perdre. Parce que la raison pour laquelle les mecs emmerdent les meufs dans les clubs, c'est parce qu'ils disent qu'ils n'ont rien à perdre. Au pire, la meuf leur dira vas-y, je suis pas intéressée. Il ira à la personne d'après. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Et c'est malheureux qu'on soit obligé d'utiliser la menace comme forme de coercition. Sauf que c'est un fait. Et donc, déjà, que les choses soient affichées. Parce qu'encore une fois, que tu décides ou non d'aller jusqu'au bout de la menace que tu as décidé, voilà. Mais que les choses soient claires, que tu rentres dans le lieu. Je veux dire, aujourd'hui, n'importe quel bar, n'importe quel club, il y a écrit si vous arrivez bourré, on se laisse le droit de ne pas vous faire rentrer. Mais comment c'est possible qu'on puisse donner cette liberté de dire moi je serais capable de dire non à quelqu'un de bourré, mais par contre quelqu'un qui vient ou qui va possiblement agresser quelqu'un, là c'est moins grave. C'est là où je pense que la transparence quant à l'intolérance qu'on aura vis-à-vis de ces actes de violence, verbale ou physique, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit présente. On en a parlé un peu en préparant un peu la discussion. Il y a des initiatives ailleurs dont on a parlé l'autre fois qui me paraissent intéressantes, qu'on pourrait juste citer pour les avoir en tête comme ça, au même titre que ce que tu dis, un affichage. Oui, effectivement. C'est vraiment avoir à cœur, que tout le monde soit au courant, parce que même du coup, je sais pas s'il y a encore quelqu'un de la salle, mais je crois que la Péniche fait partie d'une campagne là en ce moment. La salle s'est inscrite dans quelque chose. Il faut que ça soit sur le moyen, sur le long terme, quoi. C'est pas juste en une fois qu'on fait avancer effectivement les comportements, parce que là on en est sur vraiment ça, quoi. C'est vraiment les mœurs à faire avancer. Et du coup, effectivement, déjà avoir des personnes peut-être qui sont repérés dans les soirées où je sais que je vais pas avoir ma parole minimisée ou que c'est vraiment safe quand je vais voir cette personne. Effectivement, on peut pas former forcément... si, on pourrait former quand même les gens qui soient bénévoles dans de l'accueil public. On les forme à se servir d'une caisse ou je ne sais quoi. On pourrait très bien aussi... prendre du temps dans les assos, notamment dans des assos, quoi, pour se dire comment est-ce qu'on accueille les gens. Alors peut-être que ça peut passer dans un premier temps par des personnes référentes. Des médiateurs. Ouais. Il y a des soirées à Berlin, surtout les soirées, voilà. Il y a une soirée où je joue beaucoup la Gegen, qui est une soirée queer et fétichiste, et donc là, souvent les gens sont à poil, mais c'est pas parce que la majorité des gens sont à poil que tous ceux qui rentrent. Encore une fois, quand la nudité, les gens partent du principe que ça veut dire que c'est free for all et qu'on va pouvoir toucher tout ce que tu veux. Tu peux être nu, ça veut pas dire qu'on a le droit de te toucher ton corps. Et il y a des médiateurs qui sont identifiables, parce qu'ils ont un gilet jaune fluo qui aujourd'hui revêt une autre signification, et qui sont, parce qu'encore une fois, quand on est dans une situation d'agression, quel que soit le niveau d'agression, on ne sait pas forcément à qui parler, et que si on va parler à quelqu'un à la porte, au bar, ils sont occupés à faire autre chose, et c'est normal qu'ils soient occupés à faire autre chose. Donc avoir un référent, qui sont en l'occurrence des bénévoles, identifiés, qui sont là pour faire le lien, pour faire la médiation, voire calmer la situation, voire prendre la décision de ce qui doit être fait, virer quelqu'un, ou voilà. Ça vous parle ? On les a perdus, je crois. Ils sont tous endormis. On n'a plus beaucoup de temps parce que ça file et qu'il y a la programmation du festival. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées ? Forcément, il y a des choses qu'on n'a pas abordées, mais est-ce que dans le public, il y a quelque chose qui a encore un petit peu de place dont on pourrait discuter ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler quelque chose ? Non ? Allez. Un homme, pour finir, c'est pas mal ça. Ouais, alors j'espère que c'est un peu sujet sensible en fait, parce qu'on a déjà fait un petit peu le débat hier avec des copains. Moi je fais partie d'un collectif d'artistes
où pour le coup, je crois qu'il y a plus de filles que de garçons. Et en fait, on travaille beaucoup en art de rue. Et en art de rue, il y a énormément de choses comme ça qui sont faites. Et en fait, les espèces de conséquences entre guillemets de ces ateliers, en fait, c'est si une femme dirige une compagnie, on va donner plus de subventions. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui existe. C'est pour ça que je dis que c'est sensible, parce que c'est une tentative de faire évoluer des choses et que je trouve un petit peu dangereuse. Comme par exemple le festival Les Femmes s'en mêlent, où c'est de la programmation exclusivement féminine. Et voilà, moi je me pose la question en fait si c'est aussi la bonne manière en fait, et si ça aide vraiment les choses d'agir de cette manière-là. Je sais pas si je suis très clair. Bah, c'est un peu... Qui croit que c'est clair? Moi je commence. Oh putain, t'as ouvert une porte là. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la loi sur la parité en politique. Bah, en fait, tu vois, ça fait pas tellement changer les choses, faut pas trop avoir peur. Enfin là, je fais de l'ironie. Mais, quel est le problème en fait? Il y a un moment, s'il faut qu'on passe par des... le problème en plus c'est que ça marche pas. Mais ouais, c'est ça. Quel est le souci à un moment de devoir se faire des espaces, par exemple non mixtes, pour être complètement safe? Quel est le problème d'avoir des espaces pour discuter aussi sans avoir peur d'être écouté, d'être interprété ou d'être juste coupé aussi? Quel est le problème de payer plus une compagnie pour promouvoir ça? Enfin, voilà, que les femmes puissent... Parce qu'en fait, le souci, je crois que Sophie, elle le disait finalement au début, c'est que tant que c'est pas plus visible, qu'il n'y a pas plus d'artistes, qu'il n'y a pas plus de directrices, de chorégraphes, tu peux pas t'imaginer en tant que gamine comme telle. Pouvoir le devenir plus tard ou exprimer. Non, et puis surtout que les femmes s'en mêlent à une programmation purement féminine, ça n'empêche pas que tout le reste des festivals de France n'ont pas de femmes dans leur line-up. Donc j'aime autant dire, toutes les femmes qui ont pu jouer aux femmes s'en mêlent, elles ont peut-être pu payer leur loyer ce mois-ci. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que forcément, y a plein de manières de voir les choses. Je sais que y en a qui sont pas pour les line-up purement féminins, même des artistes féminines qui se disent j'ai pas envie qu'on me limite à mon genre et donc d'être dans un line-up purement féminin. Moi, j'ai organisé des soirées à Berlin où c'était l'inverse. J'avais pas l'inverse, c'était une autre démarche qui était que j'avais un line-up systématiquement 50% femmes, 50% hommes, 50% hétéros, 50% queer, parce que mon but à moi, c'était de créer des ponts. Et la réalité des choses, c'est que ces deux options-là ne restent qu'une infime partie de la programmation musicale qui reste, elle, en majorité, trustée donc, on va pas niveler ni par le bas ni par le haut. Ce sont malheureusement des propositions qui restent. Ce sont des tentatives et des propositions qui restent tellement minoritaires que ça va pas malheureusement réinverser la balance. Et même si on devait dire voilà, parce que c'est une femme, on va la payer plus que si c'était un homme, ça s'appelle les réparations en fait. Et c'est pas très grave parce qu'encore une fois, ça ne... Comment te dire ? C'est pas parce qu'on va donner un privilège à une personne qui en a été exclue pendant des années que tout d'un coup la personne qui a eu ces privilèges va les perdre. Cette personne-là, je veux dire, tu parlais d'une chorégraphe ou pardon ? D'un collectif d'artistes. D'un collectif, non, tu disais, cette femme, elle serait payée plus. Ah oui, en tant que dans une compagnie. Dans une compagnie. Encore une fois, ça n'empêchera pas que tous les hommes avec qui elle travaille seront sûrement payés plus que toutes les femmes avec qui elle travaille. C'est-à-dire que c'est comme quand on parle, alors on peut repartir dans un débat un peu plus long, mais sur le débat aux États-Unis, on n'a pas le temps. mais sur le débat aux États-Unis est-ce qu'il faut donner des réparations à tous les Afro-Américains qui sont des descendants des esclaves. Encore une fois, tu pourras donner tous les millions que tu veux. Ça n'effacera pas l'esclavage, ça n'effacera pas le racisme qui en est né, ça n'effacera pas les discriminations qui en est. Donc, envoyer les biais, je veux dire, c'est la moindre des choses en fait. C'est même plus une question est-ce que c'est légitime ou pas, c'est que ça ne changera pas les privilèges de la classe blanche. Par contre, ça peut adoucir un petit peu les souffrances qu'ont vécues ces personnes-là. Ouais. Et donc, je pense que si on partait du principe qu'on payait les femmes 25% de plus que tous les hommes, ça n'effacera pas les siècles
où les femmes n'ont pas été payées plus, voire n'ont pas eu le droit. Il faut quand même se rappeler qu'il y a quand même pas très longtemps, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'assentiment de leur mari. Donc on est loin de la réparation. C'est chouette parce que c'est une question essentielle dont on a parlé aussi un petit peu en amont, c'était de dire à un moment donné, est-ce que passer en force ou créer ce genre d'espace, tu vois, non mixte, juste pour pour mettre en avant les problématiques ou faire figure de bon exemple, ou j'en sais rien, ou juste comme tu dis, à un moment donné, c'est juste. En fait, la vraie question que ça pose, c'est est-ce que les hommes sont prêts en fait à perdre ces privilèges? C'est-à-dire, est-ce que ce petit moment-là, il met pas en bascule le fait de se dire ah merde, si ça existe à ce moment-là, comment ça? En fait, ça pourrait être tout le temps comme ça. En fait, le problème qui me gêne avec ça, c'est se dire mais attends, mais si elle serait payée plus, ce serait pas juste. Et tu fais t'es en train de découvrir ce qu'on est en train de vivre depuis toujours en fait. Donc, je voulais pas te priver de réponse. Tu voulais répondre à ça ou pas? Parce que du coup, le micro est parti pour quelqu'un d'autre, mais tu voulais ouvrir le débat. Ouais, c'est un début. Mais oui, non, c'est... C'était juste, je voulais pas te priver de ton droit de réponse. Voilà, c'est que j'ai pas tellement d'avis, je suis pas sûr d'en avoir encore, mais c'est bien d'entendre ces choses-là sur ces questions-là, quoi. Super. Céline, tu voulais dire quelque chose? Et après, on a une dernière intervention là-bas, avant de couper. Non, c'était bon, du coup? Bonsoir, je suis un homme. Bonsoir. Nous, finalement, en fait, je bosse dans la culture et puis dans les médias culturels depuis un moment. On se gargarise beaucoup d'être des gens, pas du tout sexistes. Voilà, ça se passe bien, on n'a pas de problème. Finalement, il n'y a pas beaucoup de petites blagues salaces. Mais finalement, quand on se pose et qu'on réfléchit au sujet, en fait, on se disait, on va quand même pas faire de discrimination positive, c'est ridicule. En plus, le mot est un peu sale. Voilà, c'est ridicule. Mais on s'est rendu compte que si on se pose pas cette question-là, il y a pratiquement, et qu'on se dit, bon, quand on recrute quelqu'un, on recrute le meilleur ou la meilleure, et puis quand on fait un sujet, on essaye de faire les trucs, ce qu'on estime les plus intéressants sans se poser la question du genre, il y a pratiquement pas de filles dans les sujets, et puis il y a pratiquement pas de filles qui écrivent. Et donc on est comme ça dans un milieu très masculin, et on se demande pourquoi. Donc finalement, on s'est mis, et aussi en étant en contact de Sophie, qui est une collègue à moi, ou de filles comme ça, qui nous disent, si jamais on les montre, même si toi tu l'estimes moins intéressante qu'un mec, qu'un autre mec, si on la montre pas, jamais personne la verra. Donc j'avoue que on se force. Alors je sais pas si c'est le bon verbe à utiliser, mais maintenant voilà, s'il y a un sujet féminin, on va le prendre plus qu'un autre, parce que on se dit, sinon on va passer à côté si on se pose pas cette question-là. Donc on est passé un peu dans la discrimination positive. Alors je sais pas si j'ai honte en le disant ou pas, mais finalement oui, maintenant on se force. Toi, t'es une fille, tu veux bosser avec nous, on va plus discuter avec toi qu'avec un garçon. Voilà. Déjà, quand tu dis t'as peur du mot se forcer, mais se forcer, c'est-à-dire que tu fais un effort. Et un effort, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, personne te tapera sur les doigts parce que tu fais un effort. Et au contraire, c'est justement, ça veut dire que ce soit pour la discrimination positive ou l'idée même intellectuelle de faire un effort, ça veut dire que tu dépasses ce qui est naturel. Or, ce qui est naturel n'est pas naturel, c'est ce qui nous a été inculqué par la société. Donc, au contraire, on a besoin de faire cet effort, on a besoin de forcer les choses, parce que si on laisse le courant naturel des choses se faire, ça va continuer jusqu'à la fin des temps. Puisque justement, il n'y a pas de friction, donc ça coule. Mais on a besoin de dépasser ces modes et ces systèmes qui ont été mis en place. Et le seul moyen de le faire, c'est de volontairement prendre les choses à rebours. Donc ça a besoin de partir d'une volonté qui, certes, sur le moment peut avoir l'air d'être « Ah mais ça veut dire que je vais discriminer les garçons ». Mais encore une fois, ils ne vont pas... ils vont continuer à gagner 25% de plus que moi, ils vont continuer à être pris plus au sérieux dans une salle de réunion. Ces privilèges-là sont pas prêts de partir demain, donc le fait de volontairement mettre l'accent sur les femmes, encore une fois, ça veut pas dire que parce que cette femme n'est pas talentueuse ou compétente ou quoi que ce soit, mais juste faire volontairement le chemin inverse de ce que la société t'a inculqué depuis des années. Je pense que c'est pas seulement que c'est une des manières, je pense que c'est une des manières les plus efficaces et les plus importantes pour pouvoir changer ce mode de fonctionnement. Parce qu'encore une fois,
il faut pas oublier que c'est des choses qu'on nous a inculquées, que toi tu t'es pas réveillé, tu n'es pas sorti du ventre de ta mère en disant moi les meufs je crois pas en leur talent. Non, c'est des années d'éducation. Pas ça, hein, tu sais pas. Non mais moi je crois pas au déterminisme, mais c'est des années de construction sociale à la télé. Le fait que tu avais jamais vu de présentateur de journal femme, mais c'était que des mecs, c'était Pauvre d'Avoir pendant 25 ans. Voilà. Elle était avec Yves Mourouzi parce que tout seul il croyait qu'elle y arriverait donc pas. c'est les médias, c'est la culture, c'est l'éducation, oui, c'est la religion. Je veux dire encore une fois, même si tu regardes le catholicisme, c'est Dieu est homme, Jésus est homme, et puis la Vierge Marie, à part ça, elle a donné naissance à Dieu, mais elle est quand même encore mise à côté. Alors qu'elle a quand même donné naissance au Dieu, tu vois. Et en plus, elle s'est rendue compte de rien. Donc tous ces trucs-là, il faut se dire que c'est justement parce que ça a été fait dans ton dos et que ça t'a pris avec toi, que tu le sois volontaire ou non, ça t'a pris dans ce mouvement-là, qu'il va falloir faire aller à contre-courant, volontairement. Alors bravo Sparse. En plus, je suis en train de me vanter, mais il n'y a pas 50% du magazine qui est féminin, mais pourtant on le fait de plus en plus et on se force, quoi. Ils ont même fait un article sur le planning, alors. Magnifique. Du coup, justement, cet article sur le planning, excuse-moi, je finis là-dessus. On nous le propose peut-être qu'il y a 4 ans, je t'aurais fait, bon ben voilà, j'ai d'autres articles là, celui-là, il est peut-être pas la priorité. Il y a des trucs un peu plus sexy pour le magazine. Et maintenant, le truc sur le planning, on s'est dit, ok, nickel, c'est Bourgogne-Franche-Comté, c'est féminin, c'est intéressant, on y va tout de suite. Donc, c'est féministe, c'est pas féminin. Non, mais si, c'est aussi féminin parce que peut-être qu'en tant qu'homme, il a pas eu besoin un jour jamais dans sa vie d'avoir affaire au planning familial. Et c'est pour ça qu'il en est là d'ailleurs. Et que mais non, mais que du coup aussi c'est ça, c'est tout d'un coup réaliser que ce que toi tu considères intéressant, c'est forcément lié à ton expérience personnelle, même si c'est ton expérience, même si tu es la personne la plus ouverte et tolérante et curieuse du monde. Tu continues à parler en tant que par rapport à ton expérience personnelle. Et si toi, tu n'as jamais eu à prendre la pilule, tu n'as jamais eu à gérer un avortement, tu n'as jamais eu tout ça, tu regardes le truc du planning familial, tu te dis oui, bon, c'est intéressant, mais sinon je peux avoir une interview de Laurent Garnier, on va peut-être prendre l'interview de Laurent Garnier. Tu fais oui, sauf qu'il y a 50% de la population féminine pour qui le planning familial c'est une nécessité, donc on a besoin d'écouter. Donc c'est ça aussi, c'est te forcer, non pas que l'interview de Laurent Garnier n'aurait pas été une super interview, mais c'est te forcer en dehors de ton expérience personnelle pour comprendre qu'il y a d'autres choses dont il faut qu'on parle et que ça doit être aussi écrit par d'autres personnes. Moi, je resterais bien là encore une petite heure, mais on peut pas. Je suis désolée, Sophie, parce qu'on t'avait fait venir pour prendre la parole, on n'a pas eu le temps. Du coup, c'est le mec de Sparse qui parle à la place de la seule nana de Sparse qui vient représenter le magazine. Tout va bien, mais on fera un autre débat parce que je pense que le sujet peut mériter encore quelques heures et on t'invitera en guest spécial sur le plateau. Je vous remercie d'avoir été avec nous et dans le public et sur les réseaux sociaux, ceux qui nous ont suivis et ceux qui regarderont ça en replay. Ça sera disponible sur le site d'Odile TV bientôt. On vous invite à continuer à suivre notre actualité. On aura d'autres débats comme ça qui vont se profiler et dans la rue et dans des espaces comme celui-là. N'hésitez pas à nous faire des propositions aussi si vous avez des sujets, s'il y a des thèmes sur lesquels vous pensez qu'il est nécessaire qu'on prenne le temps de se poser tous ensemble pour réfléchir, discuter, crier. Pas insulter, non, ça marche pas. On vous souhaite une bonne soirée et puis bon festival à tous.